Nous nous rencontrons aujourd'hui pour aborder ce que vous nommez les clés de la guérison. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel. En fait, j'ai toujours voulu pratiquer la médecine générale. Et lorsque j'ai terminé mes études, cette année de médecine générale, je me suis rendu compte qu'on m'avait rien appris au niveau de ce qu'on appelle la relation humaine, au niveau de la psychologie, au niveau de l'anthropologie. Donc toutes ces dimensions de l'esprit ne m'avaient été pas du tout enseignées. Et pour moi, c'était essentiel pour pouvoir accompagner le patient et sa famille en médecine générale. Donc pour avoir ce complément, j'ai décidé de passer l'internat de psychiatrie. Et comme j'ai pu soigner des enfants et des adolescents, donc j'ai pu avoir la spécialité de pédopsychiatre. Ce qui fait que quand je me suis installé en médecine générale, comme je le souhaitais, j'ai pu développer cette approche globale de l'être humain avec son corps, avec son esprit, et tout ce qu'on appelle les interactions psychosomatiques entre le corps et l'esprit, qui vont faire jusqu'à 50 à 70% de la consultation du médecin généraliste. Donc de ce fait, j'ai pu développer une approche globale de l'être humain, de l'enfant et du patient avec sa famille. Ce qui fait que j'ai pratiqué pendant 19 ans la médecine générale avec cette compétence de pédopsychiatre. Et après avoir soigné une trentaine de patients dépendants de l'héroïne ou de la cocaïne pendant plusieurs années, ce qui m'a beaucoup épuisé et pris beaucoup d'énergie, j'ai pris conscience que leurs problèmes venaient pratiquement pour tous des blessures de l'enfance, de la petite enfance. J'ai donc décidé de consacrer le temps et l'énergie qui me restait pour les enfants et les adolescents au moment où ils avaient leurs blessures, de manière à pouvoir leur permettre de guérir plus facilement et de ne pas traîner ces blessures dans leur vie d'adulte. Voilà pourquoi depuis 10 ans, je travaille comme pédopsychiatre à temps complet. Vous avez réalisé le site internet Grandir pour guérir. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire ce site internet et que va-t-on y trouver ? Je reçois trop souvent des parents désorientés avec des enfants et des adolescents en souffrance. Je suis malheureusement obligé de refuser en fonction de mon temps de pouvoir accueillir et de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes. Voilà pourquoi j'ai décidé de pouvoir offrir à ces parents désorientés des éléments tout simples pour pouvoir les aider et aussi d'offrir aux professionnels qui sont désireux d'une approche psychodynamique différente de l'enfant. Et donc dans ce site internet, il y a deux axes essentiels. Le plus important pour moi qui est la prévention. Et dans cette prévention, je donne une grande place à ce que j'appelle l'école des parents, qui est de permettre aux parents d'adopter les justes attitudes éducatives pour permettre à l'enfant de se prendre en charge lui-même, de pouvoir s'épanouir et devenir pleinement lui-même. Et le deuxième, qui est aussi très important, qui est l'axe de comment guérir les troubles actuels des enfants. Et pour cela, donc, j'ai été amené à définir 8 clés pour la guérison, qu'il est souvent nécessaire d'associer pour permettre à un enfant ou un adolescent de pouvoir avancer sur ce chemin de la guérison. Donc voilà ce que ce site va pouvoir proposer donc aux personnes qui vont le visiter. Vous partez du principe que l'enfant porte une part de responsabilité dans l'origine de ses troubles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Une enfant que j'ai reçue, Laure, qui avait 5 ans, qui est venue me consulter pour une anorexie, a dit « Je ne veux pas manger parce que je ne veux pas grandir. Je veux rester petite. » Voilà une phrase qui paraît tellement anodine dans la bouche d'un enfant, et pourtant, cette phrase révèle la puissance d'autodestruction de cet enfant. Une autre enfant, Dominique, 6 ans, qui est venue me consulter pour des peurs, a dit à sa mère « Je veux rembobiner ma vie, je veux revenir dans ton ventre. » Voilà comment les enfants révèlent leur responsabilité dans les troubles qui leur arrivent. Et donc, derrière la majorité des troubles psychologiques, voire psychiatriques,
que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'hyperactivité, la dyslexie, les tics, les tocs, le pipi au lit, le caca dans la culotte, boulimie, anorexie, et même derrière les syndromes autistiques, j'ai retrouvé une même cause, une même origine commune, qui est que l'enfant, suite à de grandes peurs, à de grandes terreurs, va refuser de grandir. Et il décide de redevenir le petit bébé de sa maman. Et si sa maman l'appelle mon bébé, mon poussin, ma puce, c'est comme si elle favorisait inconsciemment cette régression. Voilà ce que j'ai retrouvé comme origine commune dans plus de 95% de ces problèmes. Vous dites donc qu'à l'origine des troubles psychologiques et psychiatriques, vous retrouvez chez l'enfant un refus de grandir suite à de grandes peurs. De quel type de peur peut-il s'agir ? En fait, il y a deux sortes de peurs. Les premières peurs sont celles que l'enfant va vivre lui-même directement pendant ces périodes aussi importantes que la grossesse, l'accouchement et la période de petit bébé. Prenons l'exemple tout simple de l'enfant qui va naître avec le cordon ombilical autour du cou et qui va naître inconscient. Donc cet enfant ayant approché des portes de la mort, bien entendu, il va avoir au fond de lui une grande peur, une grande terreur de la mort. Donc ce sont les premières peurs qui peuvent habiter l'enfant. Mais l'enfant va pouvoir aussi être rempli d'autres peurs qui sont des peurs liées à des secrets de famille, puisque nous savons aujourd'hui que l'enfant est un immense radar sensible et affectif qui va se brancher sur l'inconscient de la maman et plus tard aussi sur celle du papa, et comme une éponge, il va prendre tous ces troubles, toutes ces blessures qu'il y a pu y avoir dans l'inconscient de la maman, qu'elle a intégré au fond d'elle, dans l'inconscient du père. Et donc, ces secrets de famille vont générer chez l'enfant des grandes peurs qu'il va porter, mais dont l'origine vient de ses parents. C'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences de ce refus de grandir ? Les conséquences de ce refus de grandir sont redoutables. L'enfant, tout d'abord, va porter la responsabilité de bloquer au fond de lui les forces de vie. S'il bloque sa joie de vivre, eh bien, il va lui-même se rendre malheureux et engendrer un état dépressif au fond de lui. En bloquant la confiance en lui, il va générer des grandes peurs qui vont faire qu'il va être dans l'incapacité de pouvoir réaliser. S'il bloque son intelligence, on va se trouver confronté au problème d'apprentissage scolaire. Il va bloquer sa créativité, sa bonté naturelle. Et le deuxième élément est que l'enfant va développer dans son cœur la partie que j'appelle la partie du tyran, qui dit à sa mère « c'est moi le Dieu, c'est moi le roi, je suis le centre du monde, tu ne t'occupes que de moi, vous les frangins, les frangines, vous dégagez ». Et le tyran manipule, séduit, fait du chantage, joue la comédie, va mentir comme un arracheur de dents. Il est un redoutable provocateur et il va entrer dans l'autodestruction et la destruction des autres. Et le troisième élément de ce que j'ai nommé le syndrome de Peter Pan, à l'image de ce petit enfant qui ne voulait pas, que nous connaissons tous et qui ne voulait pas grandir, eh bien comme Peter Pan, il va s'envoler dans son monde imaginaire où là il va s'octroyer des pouvoirs magiques, il est tout puissant. Et dans ce monde imaginaire, dans cette bulle, il va se couper plus ou moins des autres. Et les enseignants vont dire, il est dans la lune, il est dans les nuages, il n'est pas concentré. Donc voilà les conséquences redoutables que vont générer ce refus de grandir et le désir de redevenir le petit bébé de la maman. En vous écoutant, je me demandais si un enfant peut guérir du syndrome de Peter Pan et comment il peut en guérir. Pour guérir de ce syndrome, chacun va porter une part de responsabilité. L'enfant porte le premier tiers de la responsabilité pour aller sur le chemin de la guérison. Et donc j'invite cet enfant à arrêter de vouloir rester le bébé de sa maman et je l'invite à mettre toute son énergie sur le chemin du grand garçon, de la grande fille. Et je lui promets que sur ce chemin-là, eh bien, ces troubles vont disparaître. La deuxième responsabilité est portée par la maman, donc qui est invitée à dire à l'oisillon « tu restes plus sous mes ailes protectrices, sinon les ailes du petit oisillon ne pousseront pas ». Et dans la vie, tu ne pourras pas voler tes propres ailes, donc par amour, je te pousse à te détacher de moi, et de ce fait, je te donne la liberté. En plus, elle ajoute à son fils, cette place d'homme et d'amoureux n'est pas pour toi, elle sera jamais pour toi, puisque le fils, étant amoureux de la maman par le complexe d'Oedipe, va souvent prendre cette place
du papa va vouloir piquer maman à papa. Le troisième tiers de responsabilité qui est très important est porté par le père, qui est souvent l'éternel absent. C'est le papa ou le substitut paternel qui est responsable de prendre l'enfant de façon pacifique et de l'aider à couper ce cordon invisible entre l'enfant et sa mère. Et c'est lui qui est responsable d'apprendre l'oisillon à voler de ses propres ailes. À partir du moment où l'enfant, la mère et le père engagent leurs propres responsabilités dans une synergie de force, eh bien à partir de là, je peux leur promettre la guérison. Je sais que vous vous intéressez beaucoup au miroir et qu'il représente selon vous un grand danger pour l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Le miroir a une fonction positive qui a bien été définie par Jacques Lacan dans ce qu'il a appelé le stade du miroir, qui consiste dans le fait que, alors que le bébé a été jusqu'alors en relation fusionnelle totale avec la maman, donc le bébé croit qu'il est la maman, la première fois qu'il se trouve devant le miroir avec sa mère et qu'il voit le visage de sa mère et son propre visage, au fond de lui il se dit c'est bizarre, il y a une différence. Et c'est là où commence la première étape de différenciation de l'enfant pour construire sa personnalité unique qui sommeille au fond de lui. En dehors de cette fonction positive du miroir, Françoise Dolto expliquait dans son livre L'image inconsciente du corps que le miroir pouvait provoquer chez l'enfant des chocs vraiment très traumatisants qui pouvaient engendrer des vertiges, de l'instabilité, voire même entraîner dans des syndromes autistiques. Elle disait que lorsque le bébé, pour la première fois, le petit enfant se retrouvait devant le miroir, donc il se disait, mais chouette, il y a un autre enfant, je vais aller jouer avec lui, et il va vers le miroir et il tombe sur le vide. Mais le choc ne vient pas de là, le choc vient du fait qu'une fois qu'il a apprivoisé son image, alors que jusqu'à présent, tout ce qu'il ressentait, ses sensations, ses sentiments, ses ressentis, prenaient source dans la maison de son corps, alors que toutes ses pensées conscientes et inconscientes prenaient source dans cette maison de son corps, pour la première fois, il allait construire une fausse croyance que l'image qu'il voit dans le miroir, c'est lui-même. Il va entrer dans la confusion entre l'image et son propre corps, et de ce fait, il va devenir prisonnier du monde de l'image. Donc le danger ensuite venait de l'identification à l'image animée de la télévision, et lui-même en s'identifiant aux héros, aux princes, princesses, chevaliers, et en s'identifiant par la suite aux images des jeux vidéo, l'enfant devenait complètement prisonnier du monde du paraître, du monde de l'image, au détriment de l'être, au détriment d'habiter dans son corps. En tant que chercheur, j'ai voulu vérifier cela et donc j'ai installé ce miroir qui est dans mon bureau et j'ai posé la question à peu près une centaine d'enfants et d'adolescents. J'ai pu vérifier qu'effectivement la confusion existait. Je l'installais face au miroir, je lui posais simplement la question « Dis-moi ce que tu vois dans le miroir ». Et tous, sans exception, m'ont dit « c'est moi que je vois dans le miroir ». Donc je leur proposais d'attraper ce moi dans le miroir et évidemment ils ne pouvaient pas. Je n'arrêtais ce test que lorsqu'ils me disaient « c'est mon reflet ou c'est mon image ». Et une fillette de 8 ans m'a dit, donc après avoir dit « c'est moi dans le miroir », elle a commencé à me parler des mondes parallèles. Et je lui ai dit « oui, effectivement, si tu crois que ton moi est dans le miroir », tu construis un monde parallèle imaginaire. Quelle serait la prévention à effectuer pour éviter que l'enfant soit prisonnier du monde de l'image ? La prévention de ces troubles définis par Françoise Dolto dans le miroir a été très bien expliquée par une psychanalyste, Claude Almos, dans son livre Grandir. Et donc pour la prévention, c'est ce que j'explique aux parents. Donc chaque parent devrait, quand l'enfant à peu près à 3 ans, se mettre devant le miroir.